Le 31 décembre, en fouillant dans de vieilles boîtes, j'ai découvert un journal intime, celui de ma femme. Et chaque page m'a fait comprendre que pendant 3 ans, j'ai vécu avec un ange, en le prenant pour une menteuse. Mais la vérité que j'ai découverte ensuite, elle m'a mis à genoux, littéralement, sur un quai de gare glacé, dans la neige, à supplier son pardon. Bienvenue sur Histoire d'infidélité. Ici, on raconte les vérités que personne n'ose dire à voix haute. Les secrets enfouis, les blessures cachées et les rédemptions impossibles. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. On est ensemble, partout, dans le monde entier. Et cette histoire, elle pourrait être la vôtre, ou celle de quelqu'un que vous connaissez. Restez jusqu'au bout, parce que certaines fins changent tout. Il y a des instants où tu crois connaître quelqu'un. Tu vis avec elle, tu dors dans le même lit. Tu prépares le café du matin pour 2. Et puis, d'un coup sec, tout ce que tu avais inventé s'effondre comme un château de cartes. Le 31 décembre, alors que dehors les pétards commençaient déjà à éclater, j'étais assis par terre dans un appartement qui n'était même pas vraiment le mien, et je pleurais comme un gamin. Dans mes mains, un cahier fatigué, l'encre presque effacée, les coins pliés, et chaque page me giflait plus fort qu'un poing. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec un ange sans le voir. Pendant 3 ans, j'ai cherché de la saleté là où il n'y en avait pas. Et quand la vérité m'a sauté au visage, je n'ai eu qu'une envie, disparaître, me dissoudre dans le plancher. Mais ça, c'est venu après. Au départ, il n'y avait qu'un ménage banal avant les fêtes. Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans. Je suis chef d'équipe dans une laiterie à Valmont-sur-Rhône, une petite ville où vivent environ 70 000 personnes et où tout le monde connaît tout le monde, ou bien connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je vis avec Marine depuis bientôt 3 ans. On s'est mariés il y a 1 an et demi. Marine est belle, le genre de beauté qui ne force rien. Des cheveux châtain clair qui lui tombent jusqu'aux omoplates, des yeux gris tirant sur le vert, une silhouette nette dessinée sans dureté. Quand je l'ai rencontrée lors d'une soirée chez des amis communs, je n'ai même pas compris pourquoi elle m'adressait la parole. « Tu veux boire quelque chose ?» m'avait-elle demandé avec un sourire qui m'avait désarmé instantanément. « Oui, merci. » J'avais bafouillé comme un idiot. Moi, je suis un type quelconque. Taille moyenne, visage de travail, mains qui sentent toujours un mélange de métal, de lait chaud et de détergent. Et elle, on aurait dit qu'elle sortait d'un magazine. Au début, j'ai cru à une arnaque. Je me suis demandé si elle avait besoin d'un logement, d'un coup de pouce, d'un truc administratif ou d'argent. Mais non. Marine était une fille simple d'un quartier voisin. Elle travaillait à la bibliothèque municipale, vivait avec sa mère, n'avait jamais été mariée avant moi. C'est précisément ce détail-là qui m'a rongé. Elle avait 28 ans quand on s'est rencontrés. Belle, intelligente, sans manière compliquée. Et pendant toutes ces années, personne. Je ne suis pas né hier. Je sais comment les histoires s'écrivent d'habitude. Elle m'avait dit, au tout début, d'un ton calme, presque trop calme, « Avant toi, il n'y a eu personne. » Personne ? Dans quel sens ? J'avais essayé de rire pour détendre l'atmosphère. Dans tous les sens. Elle avait dit ça en me regardant droit dans les yeux, sans ciller, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'avais hoché la tête, l'air de la croire, mais intérieurement j'avais ricané, bien sûr. 28 ans à attendre Julien, le gars de la laiterie, qui à l'époque n'était même pas chef d'équipe. Un conte pour enfants. Je ne l'ai pas interrogé. Je ne suis pas de ceux qui traquent les aveux. Pourtant, certains soirs, surtout après un verre de trop, ça me revenait comme une vague. Je la regardais, si belle, si tranquille, et je pensais, ce n'est pas possible. Il y a forcément eu quelqu'un. Peut-être un amour d'adolescence, peut-être l'université. Une histoire qui s'est mal terminée. Elle n'avait pas grandi dans un couvent. Et il y avait aussi sa retenue au lit, au début. Sa façon de fermer les yeux un peu trop fort, de détourner le regard quand je la touchais. J'avais mis ça sur le compte de la pudeur. Puis une autre idée, plus sale, avait commencé à pousser dans un coin de ma tête. Et si elle me comparait ? Et si quelqu'un avait été là avant, plus sûr de lui, plus,
Je ne sais pas, mieux. Elle ne racontait jamais son passé. Si je posais une question, elle souriait, changeait de sujet ou plaisantait. Ma vie était ennuyeuse avant toi, il n'y a rien à dire. Allez, raconte-moi quand même. T'as bien dû avoir des copains à l'école, des sorties. Julien. Elle avait posé sa main sur la mienne, douce mais ferme. Pourquoi tu t'accroches à ça? On est bien maintenant, non? Oui, on est bien, mais je veux juste te connaître. Tu me connais? Un silence, lourd. Puis elle s'était levée pour débarrasser la table, et je n'avais pas insisté. Mais cette fermeture, ce silence, ça m'énervait au-delà du raisonnable. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi se taire? Elle avait peu d'amis. Elle ne voyait presque plus les filles de ses études. Il n'y avait qu'Emma, une amie d'enfance, qui passait de temps en temps prendre un café. Une fois, j'avais essayé de tirer les verres du nez à Emma, mine de rien. Marine, elle était comment quand vous étiez jeune? Emma avait souri, un peu gênée. Discrète, toujours discrète. Elle lisait beaucoup, elle parlait peu. Et les garçons? Emma avait haussé les épaules. Marine n'était pas du genre à sortir avec n'importe qui. Elle était exigeante, je suppose, ou juste pas intéressée. Pas intéressée, ça ne collait pas. Personne n'est pas intéressé pendant 28 ans. Au travail, les gars racontaient leurs histoires comme on se passe une cigarette. Qui a trompé qui a quitté qui s'est marié par dépit. Les mêmes conversations de vestiaire. Moi, je me taisais. Je n'avais rien à raconter parce que je ne savais presque rien de ma propre femme. Je savais qu'elle faisait une soupe de légumes incroyable quand il faisait froid, qu'elle aimait lire avant de s'endormir, qu'elle avait une peur ridicule des araignées au point de pousser des cris. Et pour le reste, du vide. On vivait pourtant bien. On se disputait peu. Je rapportais l'argent, elle tenait la maison. Les week-ends, on les passait ensemble. L'été, on allait au bord de l'eau, dans un coin tranquille où les arbres se reflétaient dans la rivière. L'hiver, on dînait souvent chez sa mère, autour d'un gratin dauphinois qui réchauffe les épaules. De l'extérieur, un couple sans ombre. Mais cette épine, là, ne bougeait pas. Elle restait plantée, profond, et certains jours, elle pulsait si fort que j'avais envie de frapper un mur. Le 29 décembre, j'ai pris ma journée pour préparer l'appartement avant le réveillon. Marine est partie travailler. « Tu es sûr que ça va aller ?» m'avait-elle demandé en enfilant son manteau. « Oui, t'inquiète, je vais juste ranger un peu et sortir les décorations. » Elle m'avait embrassé sur la joue, légèrement, comme toujours, jamais trop, jamais assez. « À ce soir alors, à ce soir. » Je suis monté sur une chaise pour atteindre la mezzanine de rangement, ce placard en hauteur qu'on ouvre rarement. On avait emménagé ici il y a 1 an, et il restait encore des cartons à elle, empilés comme des promesses jamais tenues. Elle disait toujours qu'elle s'en occuperait, puis le temps passait. Là-haut, c'était étroit, mal fichu. J'ai dû me hisser presque entièrement pour attraper une boîte de décoration. La poussière est partie en nuages. J'ai éternué 5 fois, les yeux pleins de larmes. Mes doigts ont touché un sac avec des jouets d'enfants. Un lapin en peluche à l'oreille arrachée, un ours usé jusqu'à la corde. Sans doute les souvenirs de Marine. Je les ai poussés sur le côté pour tirer la boîte que je cherchais. C'est à ce moment-là qu'un autre carton, posé au-dessus, a glissé. Il m'est tombé sur la tête et s'est ouvert dans le couloir. Son contenu s'est répandu sur le parquet. De vieux livres, des romans à couverture absurde, des cartes jaunies aux bords frangés, un album photo à couverture de velours et un cahier. Un cahier d'école quadrillé, banal, avec les coins cornés. Sur la couverture, écrit au stylo, Marine Delaunay, 4e B. J'ai d'abord voulu tout remettre en place. Des notes d'adolescente, à quoi bon? Et puis, je ne sais pas, une impulsion bête, sans arrière-pensée, juste un geste mécanique, j'ai ouvert. J'ai reconnu son écriture immédiatement, propre, incunée vers la droite, la même qu'aujourd'hui, mais plus ronde, plus enfantine. La première page parlait de l'école, d'une prof de français qui lui avait mis une mauvaise note, injuste, d'un contrôle de maths pour lequel elle n'avait pas eu le temps de réviser. Les drames ordinaires d'une adolescente. J'allais refermer quand un prénom m'a accroché les yeux. Maxime. Aujourd'hui, Maxime s'est assis près de moi en cours de sciences.
Mon cœur a failli sortir de ma poitrine quand il m'a demandé un stylo. Ses yeux ressemblent au ciel après la pluie. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Alors voilà. Personne. Voilà la fille qui n'avait jamais connu personne. Mes mains ont tourné les pages toutes seules. Il y avait beaucoup de Maxime. Trop de Maxime. On a marché après les cours jusqu'à la nuit. Il m'a raccompagné et il est resté 10 minutes sous ma fenêtre. J'ai failli rallumer la lumière juste pour le voir encore. Il m'a passé un mot pendant le cours d'histoire. J'ai failli éclater de rire. Madame Renard m'a regardé bizarrement. J'ai caché le papier dans ma poche et je l'ai relu 10 fois à la maison. Je rêve qu'il m'embrasse au bal de fin d'année. Est-ce que c'est idiot de rêver comme ça? À 16 ans, la romance, d'accord. Sauf que plus loin, les entrées changeaient de ton. Elle avait 18 ans, puis 19, puis 20. Et Maxime apparaissait encore. Pas à chaque page, mais régulièrement, comme une ombre familière, comme un fantôme qui refuse de partir. Ce n'était donc pas une lubie de collégienne. Je suis resté là-haut longtemps. Puis je suis redescendu et je me suis assis sur le sol du couloir, le dos contre le mur. Il faisait froid. Ça sentait la poussière. Ma jambe s'était engourdie. Le parquet me meurtrissait, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Les notes se coupaient, reprenaient. Parfois il y avait des mois entre 2 pages, parfois des années. L'écriture mûrissait, devenait plus ferme, mais restait la sienne. Maxime m'a apporté des fleurs pour mon anniversaire. 17 marguerites, toutes simples. J'ai eu les mains qui tremblaient quand je les ai prises. Il a dit « une pour chaque année et une pour l'année qui vient ». J'aurais voulu l'embrasser, mais je n'ai pas osé. On s'est disputé pour une idiotie. Il voulait que je vienne à une fête. J'ai dit non parce que maman avait besoin de moi. Il m'a dit que j'avais toujours une excuse. Peut-être qu'il a raison. J'ai pleuré toute la nuit. Mon cœur cognait contre mes côtes. Chaque mot était un coup de poing. Chaque phrase me disait que j'avais vécu 3 ans avec une femme qui ne m'avait jamais vraiment laissé entrer, qui avait gardé un secret si lourd, si profond, que même maintenant, en lisant ces mots d'adolescente, je sentais la distance entre nous se creuser comme un gouffre. Dans la 3e lettre, il disait qu'il reprenait enfin contact après un long silence, et elle avait écrit que son cœur avait fait un bond. L'image d'ensemble se précisait, implacable. Marine avait eu quelqu'un, ce Maxime, et elle m'avait menti. Toutes ces années, elle m'avait regardé avec ses yeux tranquilles, presque clairs, et elle m'avait menti. Quand elle est rentrée du travail ce soir-là, j'avais déjà tout remis en place. J'avais glissé le cahier sous le canapé du salon, avec l'idée de le relire plus attentivement, à tête reposée. Marine était de bonne humeur, les joues rosies par le froid. Elle sentait la neige et son parfum, ce mélange propre qui d'habitude me rassurait. « Tu sais pas ce qui m'est arrivé ?» a-t-elle lancé en posant son sac. À la bibliothèque, une dame cherchait un livre de jardinage, et on lui a sorti un roman érotique avec un titre presque pareil. Ils ont inversé les couvertures. Elle a ri, un rire clair, presque enfantin. Elle a fait un scandale dans toute la salle de lecture. J'ai cru qu'elle allait appeler le maire. Je hochais la tête. Je souriais au bon moment, comme si je suivais l'histoire. À l'intérieur, pourtant, quelque chose se tordait en un nœud serré. À table, elle m'a observé plus longtemps que d'habitude. « Dis, pourquoi tu es si silencieux ?»« Rien, et je répondis trop vite. J'ai juste le dos en compote. Le ménage, les cartons. J'ai forcé. » Elle n'a pas insisté, mais son regard est resté accroché au mien, inquiet, comme si elle cherchait une fissure. « Mange un peu plus » a-t-elle murmuré. Sans que je demande quoi que ce soit, elle m'a resservi. Puis plus tard, quand la télévision tournait sans que je la regarde, elle est venue derrière moi et s'est mise à me masser les épaules, lentement, avec cette douceur qui me faisait d'ordinaire fondre. « Là, c'est tendu » a-t-elle soufflé. « Tu as mal ?»« Ça va. » Sa sollicitude me donnait la nausée. Comment peut-on être si tendre et mentir avec la même main? La nuit, je suis resté éveillé à écouter sa respiration. Marine dormait paisiblement, le visage contre mon épaule, une jambe jetée sur la mienne comme une habitude vieille de toujours. Elle était chaude, familière, presque fragile. Et moi, je fixais le plafond en me demandant qui était Maxime, où il était maintenant, ce qu'ils avaient vécu vraiment, et pourquoi elle m'avait effacé tout ça. Dehors, le vent hurlait.
Il lançait la neige contre la vitre, et par instant, j'avais l'impression que quelqu'un grattait au carreau, comme s'il voulait entrer. Je me suis mis à bâtir un plan, incapable de faire taire ma tête. Il fallait en savoir plus. Il fallait retrouver Maxime. Il fallait comprendre jusqu'où allait ce mensonge. Je ne savais même pas comment poser les questions, comme dans les romans où chaque réplique s'aligne derrière un tiret, net, irrévocable. Le lendemain, le 30 décembre, j'ai dit à Marine: « Je dois passer à la laiterie, vérifier 2 ou 3 relevés avant les fêtes. »« Tu vas y aller maintenant ?» a-t-elle demandé, déjà tournée vers la cuisine. « Oui, Théo a encore dû se tromper dans les rapports, et après on va courir. » Elle a hoché la tête, sans méfiance. « D'accord. Tu me ramèneras des mandarines ? On n'en a plus. » Bien sûr. J'en ai acheté 2 kilos, comme elle aime, bien parfumées, avec la peau qui cède sous les doigts. Mais je ne suis pas allé à la laiterie. À la place, je suis allé voir Emma. Elle se connaissait depuis l'école. Elle s'appelait encore au moins 1 fois par semaine. Elle se retrouvait parfois dans un café du centre, comme si leur jeunesse n'avait jamais vraiment lâché prise. Emma habitait à l'autre bout de la ville, dans un quartier neuf, et travaillait en pharmacie. Je me suis dit qu'elle savait forcément quelque chose. Les amis d'école savent toujours. Elles savent même ce qu'on croit avoir enterré. J'ai traversé la ville en 40 minutes, pris dans les embouteillages des veilles de réveillon. Tout le monde achetait, tout le monde courait, tout le monde souriait d'une joie pressée. Moi, je transpirais. Mes mains glissaient sur le volant. Qu'est-ce que j'allais lui dire ? Bonjour ? Raconte-moi la vie intime de ma femme. C'était absurde, mais reculer, c'était accepter de vivre avec ce trou dans la poitrine. Emma a ouvert la porte avec un air surpris, la fatigue collée au visage. Elle venait de finir une garde, visiblement. Cheveux en bataille, peignoir noué trop vite, yeux encore lourds de sommeil. « Julien, qu'est-ce que tu fais là ? Tout va bien avec Marine ?»« Oui, oui, tout va bien. » Et je mentis. « Je voulais te parler d'un truc. » Elle s'est effacée pour me laisser entrer. « Viens. Tu veux un café ? Un thé ? » « Non, merci, j'en ai pour 5 minutes. » Son appartement était petit, un 2 pièces chaleureux. Des bougies partout, des coussins brodés, des photos de voyage au mur. Emma vivait seule, pas mariée, pas d'enfant, mais chaque vacances quelque part. Un été au bord de la Méditerranée, un autre à l'étranger. Des paysages qui donnaient envie de respirer plus large. Marine l'enviait un peu, même si elle ne l'avouait jamais. Je me suis assis sur le canapé. Emma s'est installée dans un fauteuil en face, repliant ses jambes sous elle. Et j'ai recommencé à mentir, avec cette facilité qui m'a fait honte. En février, ça fera 3 ans qu'on s'est rencontrés. Je veux lui faire une surprise, un collage de photos ou une petite vidéo, avec des images de son passé, des trucs d'école, d'études. Tu aurais quelque chose ? Le visage d'Emma s'est éclairé. « Oh, c'est adorable !» Elle va être folle de joie. Elle s'est levée, a fouillé dans un placard et en a sorti une grande pochette épaisse. Dedans, des photos, la cour de l'école, une soirée de fin d'année, des balades, des rires dans un parc. Marine y était plus jeune, avec une longue tresse, de grosses lunettes un peu ridicules qu'elle avait remplacées depuis par des lentilles. Je regardais, je faisais oui de la tête. J'écoutais Emma commenter. Là, c'était après les examens. Et là, c'est quand on s'est perdu pendant une sortie. Regarde comme elle était timide. J'ai attendu le moment où ma voix ne tremblerait pas trop. Dis Maxime. Elle a déjà mentionné ce prénom, 1 fois. C'était un copain, un camarade ? Emma s'est figée. Je l'ai vue tout de suite. Ses yeux ont glissé sur le côté. Ses doigts ont serré le bord de la pochette comme si elle craignait de la laisser tomber. Maxime ? Oui, un garçon de la classe, a-t-elle répondu. Ils étaient amis. Amis, vraiment ? Ma question est sortie plus dure que je ne l'avais voulu. Emma a pris une inspiration brève. Julien, c'était il y a longtemps. Ils sortaient ensemble, non ? Elle a bafouillé. Sa voix est montée, s'est accélérée, trop vive. Je ne me souviens pas bien. Et puis ce sont des choses... C'est à elle de te raconter. Je l'ai fixée, parce que je ne savais plus faire autrement. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un avant moi ? Sérieusement, pas des bêtises d'ado, quelqu'un d'important. Emma m'a regardé avec un drôle de mélange, de pitié, de gêne,
comme si elle voyait un homme qui marche vers un mur sans pouvoir s'arrêter. Tu sais, Marine devrait te parler elle-même. Ce n'est pas mon histoire. J'ai compris que je n'obtiendrai rien de plus, pas aujourd'hui. D'accord, pardon. Merci pour les photos. Elle m'en a donné quelques-unes. Prends-les, ça ne me dérange pas. Et bonne fête, Julien. Bonne fête. Je suis ressorti. Dans la voiture, je suis resté assis 15 minutes, sans démarrer, à regarder le pare-brise. La neige tombait en gros flocons et les essuie-glaces des voitures autour peinaient déjà. Emma savait. Elle ne dirait rien. Elle protégeait Marine. Donc il fallait creuser seul. Je suis allé dans le quartier où Marine avait grandi, de l'autre côté de la ville. La vieille partie, avec ses immeubles bas, ses façades fatiguées, ses cages d'escalier écaillées, une aire de jeu rouillée, une petite épicerie au coin. J'y étais venu 2 ou 3 fois quand on allait voir sa mère. Sa mère, Madeleine, une femme stricte, peu bavarde, qui m'avait jugé dès le premier jour. Elle aurait voulu pour sa fille un médecin, un avocat, quelqu'un de mieux, pas un type de la laiterie. Elle avait toléré parce que Marine avait l'air heureuse, du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis garé devant l'immeuble où elle vivait autrefois, 3e étage, fenêtre donnant sur l'aire de jeu. Maintenant, d'autres gens y habitaient. Madeleine avait déménagé 1 an plus tôt, après que Marine et moi lui avions offert de quoi compléter l'apport pour son prêt. Je suis sorti de la voiture et je me suis mis à marcher dans la cour, lentement, comme si le bitume pouvait me répondre. Chaque pas me rapprochait d'un passé que je n'avais jamais eu le droit de connaître. Chaque pas me donnait l'impression que, sous la neige, quelque chose respirait encore. Je devais avoir l'air d'un idiot, un homme en parka, planté dans le froid, à lever la tête et à scruter des fenêtres comme s'il cherchait un signe. Mais j'ai eu de la chance. Près de l'entrée voisine, une vieille dame était assise sur un petit muret, emmitouflée dans une doudoune épaisse et un bonnet tricoté. À ses pieds, un chien minuscule, un bichon fatigué, aboyait contre les passants et s'emmêlait dans sa laisse. Je me suis approché et j'ai pris une voix aimable. « Il est mignon, votre chien. C'est une race rare, non ?» Elle s'est illuminée, comme si je venais de lui offrir une place au chaud. « Oh, ma Juliette, rare, je ne sais pas, mais elle a du caractère, ça c'est sûr. 12 ans, la pauvre, presque aveugle, et pourtant, regarde-moi ça, elle veut commander le quartier. » Je faisais oui de la tête, je souriais, je la laissais parler. Et quand elle a commencé à dérouler l'histoire de sa Juliette, je l'ai guidée doucement vers ce que je voulais. « Vous vivez ici depuis longtemps ?»« 40 ans, mon petit, 40 ans. J'ai vu défiler des générations, tu sais. »« Vous devez connaître tout le monde alors ?» Elle a hoché la tête avec une fierté tranquille. « Je sais qui s'est marié, qui a divorcé, qui a eu des problèmes, qui est parti, qui est resté. Ici, rien ne se perd. » Je me suis présenté comme un parent éloigné de Marine, venu recueillir des informations pour un arbre généalogique. Une excuse stupide, mais elle a marché. Elle avait besoin de parler, c'était évident, et j'étais là, à portée de voix. « Marine, oui, une gentille petite, a-t-elle dit. Très calme, très polie. Toujours bonjour, toujours merci. Une excellente élève. Et sa mère, quelle courageuse. Elles vivaient ici toutes les deux ? Oui, le père est parti quand elle était toute petite, 4 ans à peine. Un homme qui a refait sa vie ailleurs. La mère a tout porté sur ses épaules. La poste la journée et le ménage à l'école le soir. Elle s'est arrêtée comme si un souvenir lui avait pincé la langue. Son regard a glissé vers les fenêtres du 3e étage, celles qui donnaient sur l'aire de jeu. Sa main a resserré la laisse. Enfin, après cette histoire, la pauvre, elle s'est enfermée. Mon ventre s'est serré. Quelle histoire! Elle a tressailli, a tripoté son bonnet, a tiré sur la laisse comme si le chien l'appelait à l'aide. Oh, ça ne me regarde pas. Des rumeurs, tu sais. Moi, je ne suis pas du genre à répéter. Mais vous dites qu'elle s'est renfermée. À cause de quoi? Elle a secoué la tête, déjà ailleurs. Il fait froid, et Juliette n'aime pas le froid. Allez, viens, ma fille. Elle s'est levée lentement et a gagné l'entrée en petite foulée, me laissant planter au milieu de la cour avec ce mot qui battait dans ma tête, histoire. Quelque chose était arrivé à Marine.
Quelque chose d'assez net pour que même une voisine en parle puis se ravise. Et elle ne m'en avait jamais soufflé un mot. De retour à l'appartement, j'ai ressorti le cahier. Marine n'était pas encore rentrée. Son service finissait à 6 heures. J'ai fait du café, je me suis assis à la cuisine et j'ai recommencé depuis le début, page après page, plus lentement, plus attentif. Et j'ai vu ce que j'avais manqué. Entre les banalités du collège et les passages sur Maxime, il y avait des trous. Des semaines, des mois entiers sans rien. Puis, brusquement, des phrases courtes, hachées. L'écriture changeait, moins ronde, plus nerveuse, comme si la main tremblait. Elle parlait de cauchemars, du sommeil qui ne vient pas, de la peur de rester seule, de silhouettes dans l'angle d'une chambre, de bruit qui la faisait sursauter. Dans une note, elle écrivait que sa mère l'avait emmenée parler à une dame, et que cette dame avait conseillé de tenir un journal, de tout écrire, même ce qui faisait honte, même ce qui faisait peur, que ça aiderait à respirer. Le cahier n'était pas seulement le décor attendrissant d'une adolescence, c'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus douloureux, un endroit secret où l'on dépose ce qu'on ne peut pas dire. Et pourtant, malgré cette compréhension qui commençait à se former, la colère ne me quittait pas. Pourquoi ne m'en avait-elle rien dit ? 3 ans ensemble, j'étais son mari, je n'étais pas un passant. Le soir, Marine a tout de suite senti que je n'étais pas dans mon état normal. Elle est rentrée fatiguée mais de bonne humeur, les bras chargés d'un sac. « Regarde, on m'a offert du champagne et une boîte de chocolat. Des lecteurs reconnaissants, a-t-elle plaisanté. Et tu sais quoi ? Il y a un monsieur âgé qui vient tous les jours lire des journaux d'il y a 20 ans. Il dit que ceux d'aujourd'hui l'énervent. » Elle riait, elle racontait, elle cherchait ma complicité. Moi, je restais immobile, comme si ma voix avait été rangée dans un tiroir. Elle a fini par s'arrêter net. « Julien, qu'est-ce qu'il y a ?» Je n'ai pas répondu, ou plutôt, je n'ai pas pu. Les mots restaient coincés, gonflés de tout ce que j'avais retenu. Alors j'ai fait la seule chose que je savais faire dans cet état. J'ai agi. Je suis allé au salon, j'ai glissé la main sous le canapé, j'ai attrapé le cahier et je l'ai jeté sur la table de la cuisine. Le bruit du carton et du papier a claqué comme une gifle. Marine a blêmi. En 1 seconde, tout le sang a déserté son visage. Elle a saisi le cahier et l'a serré contre sa poitrine, comme si je venais de lui arracher un organe. Elle m'a regardé avec une terreur brute, comme si je l'avais frappée. « Tu as lu ça ?» Oui, ma voix était rauque. Je n'ai même pas reconnu mon propre timbre. « Pourquoi tu as fait ça ?» a-t-elle soufflé. « Parce que tu m'as menti. » Elle a secoué la tête, affolée. « Non, Julien, non, c'est des écrits d'enfant. Maxime, c'était juste un camarade, un ami. Il n'y a jamais rien eu, je te jure. Je ne t'ai pas menti. » Je l'entendais, mais je ne l'écoutais plus. Les mots sortaient de moi, secs, alignés, précédés d'un tiré comme dans les livres, et je ne savais plus les retenir. « Tu me prends pour qui ? 3 ans que je vis avec toi. 3 ans à te regarder et me dire « personne avant toi » avec cet air sincère. Et là, je tombe sur ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Et quoi alors ? Tu veux que je croie que tu écrivais des pages et des pages sur lui juste pour passer le temps ? Elle a pleuré. Pas avec des sanglots, avec un silence qui faisait plus de mal. Les larmes roulaient sur ses joues, et elle ne les essuyait même pas. Elle restait au milieu de la cuisine, droite, comme si bouger lui coûtait trop cher. « Julien, s'il te plaît. » Mais ma jalousie, celle que j'avais tenue à distance pendant des années, a débordé d'un seul coup, sale et brûlante. Peut-être que tu as quelqu'un, encore maintenant. Peut-être que je suis juste le dernier à le savoir. Les femmes comme toi, vous savez tourner les hommes. Et moi, je suis là, comme un imbécile, à croire à ta douceur. Elle a levé les yeux vers moi. Dans ce regard gris-vert, il y avait de la douleur, oui. Et quelque chose d'autre, plus ancien, plus glacé, que je n'ai pas compris sur le moment. Elle n'a plus discuté. Sans un mot, elle est allée dans la chambre. J'ai entendu la porte du placard, le froissement des vêtements, la fermeture éclair d'un sac.
10 minutes plus tard, elle est revenue avec une valise de voyage. « Je vais chez ma mère », a-t-elle dit d'une voix basse. « J'ai besoin d'être seule. Je ne peux pas te parler maintenant. » Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, stupide, au milieu de la cuisine, à regarder cette femme que j'aimais s'éloigner de moi, et je n'ai pas eu la force de tendre la main. Elle a ouvert la porte d'entrée. Le claquement a résonné dans l'appartement. J'ai entendu ses talons sur l'escalier, puis le bourdonnement de l'ascenseur. Et ce n'est que quand j'ai entendu, dans la cour, le bruit d'un taxi qui démarre, que j'ai compris, trop tard, ce que j'avais fait. La fierté m'a retenu comme une chaîne. J'avais passé la nuit du 30 décembre seul, dans l'appartement vide, avec une bouteille de whisky et ce maudit cahier sur les genoux. Dehors, des pétards hurlaient. Les gens commençaient à célébrer en avance, comme s'ils avaient peur que la joie leur échappe. Moi, je lisais. Je relisais. Je cherchais une logique, un aveu, une scène claire. Et plus je lisais, moins je comprenais. Une seule chose devenait certaine. Il me fallait retrouver Maxime. Le matin du 31 décembre a commencé dans la honte. La tête me cognait. La bouche était sèche, amère, et l'âme encore pire. Marine n'appelait pas. Je regardais mon téléphone toutes les 5 minutes. L'écran restait vide. Pas de message, pas de notification, rien. Elle était vraiment partie. J'ai refait du café. J'en ai bu 2 tasses d'affilée. Puis je suis allé sur le balcon et j'ai fumé, alors que j'avais arrêté depuis 3 ans, parce que Marine me l'avait demandé. Là, je m'en moquais. J'ai trouvé un vieux paquet au fond d'un tiroir à outils. Les cigarettes étaient sèches, mais elles brûlaient. Je regardais la cour enneigée. Des enfants faisaient un bonhomme de neige. Une dame avançait avec un petit chariot à roulettes vers l'épicerie. La vie continuait, normale, et la mienne se défaisait. Le cahier était resté sur la table de la cuisine. Je l'ai repris et je l'ai relu, cette fois avec des yeux plus froids. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'a accroché comme une écharde. Les passages sur Maxime étaient étrangement incomplets. Elle écrivait qu'il s'asseyait près d'elle, qu'il la raccompagnait, qu'il lui offrait des fleurs. Mais jamais, jamais, au fil des années, elle n'avait écrit qu'ils s'étaient embrassés. Pas une ligne sur un premier baiser, pas un mot sur une étreinte. Seulement des rêves, des attentes, des espoirs. Puis un arrêt brutal, et des pages d'un autre registre, plus sombre, plus effrayé. Ça ne collait pas. Si quelque chose avait existé entre eux, pourquoi ne l'avait-elle pas écrit? Les adolescentes racontent ce genre de choses. Elles gravent le moindre détail, comme si ça pouvait durer plus longtemps sur le papier. Et là, il y avait un vide. Je me suis souvenu de l'album photo, celui qui avait roulé au sol quand le carton m'était tombé dessus. Je l'ai cherché, je l'ai retrouvé, je l'ai ouvert et j'ai tourné les pages. Et je suis tombé dessus. La soirée de fin d'année. Marine, en robe bleue, la tresse relevée en une coiffure compliquée, le visage plus jeune, plus ouvert, comme si elle ne savait pas encore ce que la vie pouvait prendre. À côté d'elle, sur la photo, il y avait un garçon, grand, brun, avec ce sourire un peu idiot qu'on a à cet âge, quand on ne sait pas quoi faire de ses mains. Au dos, au crayon, une phrase. « Moi et Maxime, soirée de fin d'année ». Donc il avait existé. Il avait été là, près d'elle. Et forcément, il s'était passé quelque chose, même si ce quelque chose n'avait pas eu de nom. J'ai pris le cliché en photo avec mon téléphone, puis j'ai ouvert les réseaux sociaux. J'ai tapé son prénom, le nom de la ville, Maxime, Valmont, à peu près mon âge, ou un peu plus jeune. Une 30aine de profils ont défilé. J'ai fait défiler, comparer, reculer, zoomer. Les visages se mélangeaient, tous semblables et tous différents. Et puis, sur une page plus loin, je l'ai trouvé. Maxime Varon, manager dans une concession automobile, marié, 2 enfants. Le même visage, seulement plus lourd, une graisse qui commençait à arrondir la mâchoire, un double menton en train de naître. La même expression, la même façon de sourire, comme s'il s'excusait d'être là. Je lui ai écrit, court, sans détour. « Salut, tu te souviens de Marine Delaunay du collège? J'ai besoin de te parler. » J'ai ajouté mon numéro. La réponse est arrivée une demi-heure plus tard.
Il disait qu'il se souvenait, qu'il demandait ce qu'il se passait. Je lui ai proposé de se voir. Il a accepté, m'a donné le nom d'un bar au centre-ville. Il serait là à 14 heures, pendant sa pause. La concession restait ouverte même le 31. Il me restait 3 heures. J'ai pris une douche, je me suis rasé, je me suis habillé. Et j'ai essayé d'appeler Marine. Elle a raccroché au 2e son. J'ai écrit « Il faut qu'on parle ». Elle a lu, elle n'a pas répondu. Je suis arrivé au bar en avance, un endroit médiocre, à moitié en sous-sol, lumière jaunâtre, odeur de bière et d'oignons frits. Un barman s'ennuyait derrière le comptoir. Dans un coin, 2 hommes regardaient un match, sans enthousiasme, comme s'ils tuaient le temps. J'ai commandé une bière et je me suis assis près d'une fenêtre d'où je voyais l'entrée. Maxime est entré exactement à 14 heures. Je l'ai reconnu tout de suite. Les mêmes yeux, la même carrure, mais un ventre plus rond, une tonsure naissante au sommet du crâne. Il portait un costume, sans doute directement sorti du travail. Il a balayé la salle du regard, m'a repéré, est venu vers moi. On s'est serré la main. Sa paume était humide et molle, une main de bureau. Il s'est assis, a commandé un whisky coca et m'a observé comme on observe une mauvaise nouvelle avant qu'elle ne tombe. « Alors, c'est toi qui m'as écrit, a-t-il dit. Tu es qui, au juste ?» Son mari. Ses sourcils ont grimpé. Sérieux ? Je ne savais même pas qu'elle s'était mariée. On ne se parle plus depuis 10 ans, facile. Après le collège, chacun sa vie. Il a bu une gorgée, comme pour se donner une contenance. Je n'ai pas tourné autour. Vous étiez ensemble ? Maxime a baissé les yeux sur son verre, l'a fait tourner lentement entre ses doigts. Son regard s'est perdu sur le comptoir. C'est compliqué. Franchement, j'aimerais éviter de remuer tout ça. Cette phrase m'a mis le feu. J'ai senti ma colère monter d'un seul coup, sèche, irrationnelle. Je me suis penché vers lui. Non, moi, je veux la vérité. Ma femme m'a raconté qu'il n'y avait eu personne avant moi. Et je découvre des choses. J'ai le droit de savoir. Il a grimacé. Marine ne t'a pas menti ? Comment ça, elle ne m'a pas menti ? J'ai lu ce qu'elle écrivait sur toi. Écoute-moi, a-t-il dit, plus ferme. Entre elle et moi, il n'y a jamais rien eu. Je l'ai fixé, incapable d'accepter un rien aussi net. Jamais ? Jamais. On était amis depuis la 5e. Moi, j'étais fou d'elle, oui. Je lui apportais des fleurs, je la raccompagnais, je faisais le chien fidèle. Et elle restait à distance. Toujours gentille, toujours polie, mais comme un mur. Elle souriait, elle remerciait, et elle ne laissait pas entrer. Et la soirée de fin d'année, la photo. Il a fermé les yeux une seconde, comme si ça lui faisait mal de s'y remettre. Ce soir-là, j'ai cru que j'avais enfin le droit. J'ai été idiot. Je lui ai dit que je l'aimais, et j'ai voulu l'embrasser. Il a avalé sa salive. Elle s'est reculée d'un coup, comme si je venais de lever la main sur elle. Je te jure, elle a eu une expression, une peur. Elle a couru. Elle est restée une grande partie de la soirée enfermée dans les toilettes. Après, j'ai essayé de m'excuser. Je lui ai dit que je ne voulais pas lui faire peur. Elle m'a pardonné, oui. Mais après ça, ce n'était plus pareil. Je suis resté silencieux, la poitrine trop serrée. On s'est parlé encore un peu, a-t-il continué, mais plus comme avant. Et puis elle est partie étudier ailleurs. On a perdu le contact. Je digérais à peine que Maxime a ajouté, presque à contre-voix. J'ai toujours pensé que ça venait peut-être de cette histoire. Le froid m'a pris par l'intérieur. Quelle histoire ? Il a haussé les épaules. Je ne sais pas, mais elle avait 12, 13 ans. Après cet été-là, elle a changé. Avant, elle riait, elle parlait à tout le monde. Et d'un coup, elle est devenue fermée, sur la défensive. Elle évitait les garçons. Elle sursautait pour rien. J'ai senti mon cœur se mettre à battre trop fort, comme si mon corps savait avant moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune idée. Il y avait des rumeurs. Sa mère est allée voir le directeur. Il y a eu un scandale. Puis ça a été étouffé. Moi, je n'ai pas cherché. Je pensais à une histoire de harcèlement ou un conflit avec un prof. Mais Marine n'a jamais parlé. J'ai vidé ma bière d'un trait.
L'alcool m'a brûlé, mais ça n'a pas chassé ce goût de métal sur la langue. Merci, et je dis, alors que je n'avais pas envie de le remercier. Maxime m'a tendu une carte de visite. Si tu as besoin, appelle, et bon courage. Dehors, la lumière était crue. Le soleil se reflétait sur la neige, ça me faisait plisser les yeux. Je suis resté un moment sur le trottoir, incapable de bouger, à me répéter 12 ans, 13 ans, une histoire, un scandale, étouffé. Je suis rentré. Dans ma tête, les mots de Maxime se mélangeaient à ceux de la vieille dame dans la cour et aux phrases du cahier. Un puzzle prenait forme, mais l'image, elle, devenait de plus en plus sombre. J'ai ressorti le journal et j'ai cherché cette période-là, 12, 13 ans. Je l'ai trouvé. Et j'ai senti mes cheveux se hérisser. Il n'y avait pas de détails, pas de nom, pas de scène précise, seulement de la peur. Une peur jetée sur le papier avec une écriture d'enfant, tordue, maladroite, comme si chaque lettre coûtait. Elle écrivait qu'elle avait peur de sortir, peur du noir, qu'elle faisait des cauchemars où quelqu'un la poursuivait, qu'elle se sentait sale, même après s'être lavée plusieurs fois par jour, qu'elle voulait disparaître, se dissoudre, devenir invisible. Entre les lignes, on devinait quelque chose d'indicible, quelque chose qu'une fillette ne pouvait pas raconter clairement, ou ne savait pas raconter, ou refusait de voir en face. Ces mots-là, cette obsession de la souillure, ce besoin de se laver, cette angoisse, tout ça ressemblait à des traces laissées par un traumatisme, comme des marques que le corps et la tête n'arrivent pas à effacer. J'ai reposé le cahier et je suis resté assis, à regarder le mur. Dehors, le jour de décembre raccourcissait déjà, la lumière tombait vite. Dans quelques heures, ce serait le réveillon. Et moi, j'étais seul dans un appartement vide, à déterrer le passé de ma femme. Un passé qui n'avait rien à voir avec l'image lisse que j'avais construite. Il fallait parler à sa mère. Elle savait. Elle devait savoir. J'ai attrapé ma veste et mes clés. Chez Madeleine, c'était à 20 minutes. Un quartier neuf en périphérie, des barres d'immeubles identiques, 16 étages de béton, seuls les numéros changeaient. Elle habitait au 9e, seule, dans le 3 pièces qu'on l'avait aidée à acheter. Le père de Marine, celui qui était parti quand elle était petite, était mort 3 ans plus tôt d'une crise cardiaque. Elle n'était même pas allée à l'enterrement. Depuis, Madeleine n'avait plus personne. Je me suis garé dans la cour, j'ai pris l'ascenseur, j'ai sonné. Elle a ouvert, sèche, droite, les lèvres pincées, le regard dur. En me voyant, son visage s'est encore fermé. « Qu'est-ce que tu veux ? Je dois te parler. Marine se repose, elle ne veut pas te voir. Je ne suis pas venu pour Marine, et je dis, la gorge serrée. Je suis venu pour toi, pour que tu me répondes. » Elle m'a toisé, comme si elle pesait si j'étais digne d'entendre quoi que ce soit. Répondre à quoi ? Elle m'a fixé quelques secondes, puis elle a reculé pour me laisser entrer. Marine était dans la pièce du fond. J'entendais la télévision, un talk-show quelconque, des rires enregistrés qui tombaient mal. Madeleine m'a conduit à la cuisine et a refermé la porte derrière nous. La pièce était petite, impeccable, et ça sentait la pâte chaude, la confiture, quelque chose de sucré qui annonçait la fête. Sur la table, une corbeille de mandarines et une bouteille de champagne attendaient comme un décor soigneusement posé. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes sur la toile cirée, et elle a attendu, sans une once de bienvenue. J'ai essayé de prendre le chemin le moins brutal. J'aime Marine, et je commençais. Je l'aime vraiment. Je veux la comprendre, pas la blesser. J'ai trouvé un cahier, un journal. J'ai lu des choses que je ne comprends pas, et j'ai besoin de vérité. Son visage n'a pas bougé. Alors j'ai fini par lâcher ce que j'étais venu chercher, sans détour, parce que je n'avais plus la force d'être habile. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle avait 12 ans ? Pourquoi elle a changé ? Pourquoi elle a peur de la proximité ? Madeleine a levé une main, sèche, comme un couperet. Ça ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas ? Si Marine veut parler, elle parlera. Pas parce que tu l'exiges. Tu n'as pas le droit de mettre le nez dans son passé. La colère m'a mordu, comme si on venait de m'insulter. Je suis son mari. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble.
3 ans que je partage son lit avec quelqu'un que je ne connais pas vraiment. J'ai le droit de savoir avec qui je vis. » Elle m'a regardé alors, et je me suis tu. Dans ses yeux, il y avait de la haine. Pas une irritation, pas une froideur. Une haine véritable, immobile, glacée, comme si ma présence réveillait quelque chose d'ancien et d'inacceptable. « Vous êtes tous les mêmes, » a-t-elle dit. Sa voix était basse, mais chaque syllabe claquait. « Vous pensez à vous, à vos droits, à vos blessures d'orgueil, à vos jalousies, et vous ne pensez pas à elle. Vous ne pensez pas à ce qu'elle a traversé. » J'ai voulu répondre, mais elle m'a coupé d'un simple mouvement du menton, comme on coupe un bruit inutile. Tu sais ce que ça lui a coûté à Marine d'accepter de laisser quelqu'un s'approcher? Tu sais ce que ça lui a coûté de ne pas sursauter à chaque geste, de ne pas reculer à chaque main? Non. Parce que toi, tu veux une explication, une preuve, une confession qui te rassure. Elle a respiré, puis elle a continué plus lentement, plus durement encore, comme si elle arrachait des mots à quelque chose qui résistait. À 12 ans, il lui est arrivé quelque chose de terrible, quelque chose qui casse un enfant. On a vu des médecins, des psychologues, on est allé au commissariat, on a frappé à des portes, on n'a rien obtenu. Je sentais la terre se dérober sous moi. Pourquoi rien? Parce qu'il n'y avait pas de preuves, a-t-elle craché, parce qu'on ne l'a pas cru, parce que celui qui avait fait ça était respecté, bien placé, le genre d'homme qu'on écoute, le genre d'homme qu'on excuse. Elle n'a pas prononcé les mots exacts, elle n'a pas dit ce qu'il avait fait avec précision. Mais je n'étais pas stupide. Entre ces phrases, ça hurlait. Une atteinte, un abus, une violence qui laisse une enfant avec la honte dans la peau. Après ça, a poursuivi Madeleine, Marine s'est refermée pendant des années. Elle ne pouvait plus parler normalement aux garçons. Le moindre contact lui donnait des crises de panique. Tu vois, toi, la distance. Ce n'était pas de la coquetterie, c'était de la survie. Je restais assis, le dos raide, incapable de cligner des yeux. La psychologue l'a suivi longtemps, a-t-elle ajouté. Ce cahier que tu as lu, ce n'est pas une petite fantaisie d'adolescente, c'était un outil, une manière de sortir ce qui la rongeait, de mettre des mots quand la bouche ne pouvait pas. Ce genre de peur, de honte, de cauchemar et d'évitement ressemble à ce qu'on décrit souvent dans un état de stress post-traumatique, surtout quand le traumatisme arrive jeune. Elle a marqué une pause, comme si son propre souffle lui pesait. Maxime, ce garçon, au collège, il a été le seul à pouvoir s'approcher un peu, parce qu'il était patient, parce qu'il ne forçait pas. Et même lui, elle n'a pas réussi à le laisser entrer. Pas complètement. Je sentais mes doigts trembler, posés sur mes genoux. Et puis il y a eu toi, a-t-elle dit, et son regard m'a transpercé. Toi, avec tes mains de travailleur et ton air brut. Et je ne sais pas par quel miracle elle t'a fait confiance. Peut-être l'âge, peut-être la thérapie qui avait enfin fait son chemin, peut-être quelque chose en toi qui l'a apaisé. Sa voix s'est serrée. Et maintenant, ce même homme vient chez moi, le 31 décembre, et il réclame des comptes. Il l'accuse de mentir. Il la chasse de chez elle, comme si elle était coupable. Je voulais dire que je ne savais pas, que je n'avais pas compris, que j'avais eu peur. Mais aucun de ces mots ne sonnait assez vrai pour sortir. Madeleine s'est tue. Elle me fixait, attendant une réaction, un geste, un aveu, peut-être une honte visible. Je n'avais plus rien. Tout ce que je croyais savoir de Marine, tout ce que j'avais imaginé, toutes mes suspicions, ma jalousie, mon orgueil, tout s'était effondré en poussière. Elle ne m'avait pas menti. Elle avait juste survécu. Et moi, son mari, celui qui aurait dû la protéger, je l'avais accusé. Je lui avais hurlé dessus. Je l'avais poussé dehors, à la veille du réveillon. Madeleine s'est levée. Elle a rempli un verre d'eau et l'a posé devant moi. Bois. J'ai bu mécaniquement. Je n'ai rien senti. Ni le froid, ni le goût, ni ma gorge qui se serrait. Si tu veux parler avec la psychologue qui l'a suivie, a-t-elle dit, je peux te donner son numéro. Elle est à la retraite. Elle vit à la campagne, pas loin. Peut-être qu'elle t'expliquera mieux. Peut-être que ça t'aidera à ne pas faire plus de dégâts. J'ai hoché la tête comme un homme qui obéit parce qu'il ne sait plus faire autrement.
Elle a dicté un numéro. Je l'ai noté. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû recommencer 2 fois. Merci, et je murmurai. Je me suis levé, poussé par l'envie absurde d'aller voir Marine, de la prendre dans mes bras, de lui demander pardon jusqu'à ne plus avoir de voix. Madeleine a posé sa main devant moi sans me toucher. Pas maintenant. Je veux juste... Non, elle décidera, quand elle sera prête. Toi, tu vas lui laisser du temps. Je suis sorti de l'appartement comme assommé. Dans l'ascenseur, il y avait un miroir. Je me suis vu, visage gonflé, yeux rouges, bouche ouverte comme si je manquais d'air. Je ressemblais à un homme qui vient de comprendre trop tard. Dehors, il faisait déjà nuit. Au loin, un feu d'artifice a éclaté, prématuré, joyeux, indifférent. Des gens commençaient à fêter en avance, comme si le bonheur pouvait se prendre de vitesse. Je suis monté dans ma voiture et j'ai composé le numéro. La femme a répondu au 3e signal. Une voix âgée, douce, avec une fatigue tranquille. « Allô ? Bonsoir, je m'appelle Julien. On m'a donné votre contact. Vous avez suivi Marine Delaunay quand elle était adolescente. » Un silence. Pas un silence vide, un silence qui écoute. « Oui, a-t-elle dit enfin. Je m'en souviens. J'ai besoin de comprendre. J'ai fait une chose terrible. Si vous acceptez de me parler, peut-être que ça aidera. » Elle a soupiré. « Si cela peut aider Marine, je peux vous recevoir. Donnez-moi un instant. » Voilà, je suis à Saint-Bérin, à une 30aine de kilomètres. Vous trouvez facilement. J'ai regardé l'heure, 5 heures du soir. Il restait environ 7 heures avant minuit. Ma femme était chez sa mère, elle ne voulait pas me voir. Et moi, je partais sur les routes enneigées pour aller rencontrer une psychologue à la retraite afin de comprendre la femme avec qui je vivais depuis 3 ans. Quel idiot j'avais été. J'ai démarré. La route vers la campagne était mauvaise. La neige tombait drue, presque en mur. Les essuie-glaces peinaient. Le GPS m'a envoyé sur des petites routes de traverse qu'on n'avait manifestement pas dégagées depuis des semaines. 2 fois, la voiture a chassé. J'ai juré entre mes dents et j'ai serré le volant jusqu'à blanchir les jointures. Une fois, j'ai failli finir dans un congère sur le bas-côté. J'ai rattrapé au dernier moment, le cœur en vrac. À la radio, il passait des chansons de réveillon, des refrains légers sur les bulles, les lumières et le sapin. J'ai coupé. Je ne pouvais pas entendre cette gaieté-là. Dans ma tête, les mots de Madeleine tournaient. Son regard, cette douleur qu'elle cachait sous la dureté. Et au-dessous de tout, une peur, poisseuse, écœurante, parce que je commençais à comprendre ce que Marine avait porté seule. Le hameau s'appelait Saint-Bérin, une dizaine de maisons le long d'une seule rue, des clôtures un peu de travers, de la fumée dans les cheminées. J'ai trouvé le bon numéro, une maison en bois solide, avec des volets et des encadrements de fenêtres sculptés à l'ancienne, comme on en vend encore dans certaines campagnes. Dans la cour, un berger allemand aboyait, attaché à une chaîne. Je me suis arrêté devant le portail, soudain incapable d'avancer. Puis une femme est apparue sur le perron. « Hector, ça suffit !» Le chien s'est tu, grognant encore, contrarié. J'ai poussé le portail et j'ai traversé la cour en gardant mes distances avec la niche. La femme m'attendait sur les marches, petite, ronde, enveloppée d'un grand châle, des bottes fourrées aux pieds. Son visage était bon, plissé, comme une pomme cuite. Ses yeux, eux, étaient clairs, attentifs, de ceux qu'on voit chez les gens qui ont beaucoup entendu sans juger trop vite. « Entrez », a-t-elle dit simplement. « Je suis Camille. » À l'intérieur, il faisait chaud. Ça sentait les plantes séchées, la menthe, la camomille. Il y avait des tapis au sol, des napperons brodés, une petite veilleuse près d'une statuette, et un poêle qui donnait une chaleur régulière, presque maternelle. Elle m'a installé à table, a versé du thé d'une théière ventrue, a posé devant moi un petit pot de confiture de framboise. J'ai refusé d'abord. J'ai dit que je n'étais pas venu pour ça. Elle a insisté. Il faut se réchauffer après la route. J'ai obéi. Le thé m'a brûlé les lèvres, mais à l'intérieur, ça réchauffait. La confiture était sucrée, faite maison. Je n'avais rien mangé depuis le matin, mais la faim n'avait plus d'importance.
Pendant que je buvais, Camille restait silencieuse, assise en face de moi, et elle m'observait. Ce regard me mettait mal à l'aise, comme si elle voyait à travers moi tous mes défauts, toutes mes erreurs. Le regard d'une psychologue qui a appris à lire les gens. Puis elle a parlé, une voix douce, basse, mais avec un poids. « Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ?»« Tout. Je veux comprendre ce qui est arrivé à ma femme. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle n'a jamais pu faire confiance ?» Elle a soupiré. « Le secret médical, c'est sérieux. Je n'ai pas le droit de raconter sans son accord. Mais vous êtes venu jusqu'ici, dans la tempête, la veille du réveillon. Donc c'est important pour vous. Je vais vous dire l'essentiel, sans les détails qui ne vous regardent pas. » Elle a marqué une pause, comme pour rassembler ce qu'elle pouvait dire et ce qu'elle devait taire. Marine est venue me voir quand elle avait 13 ans. Sa mère l'a amenée, terrorisée, perdue, ne sachant plus quoi faire. La petite ne dormait plus, elle ne mangeait plus, elle ne parlait plus. Elle restait des heures assise dans un coin, à se balancer, les genoux contre la poitrine. Le matin, elle refusait d'aller à l'école. Crise après crise. Sa mère devait presque la porter. Je sentais mon estomac se serrer. Les premières séances ont été difficiles, a poursuivi Camille. Marine ne disait rien. Elle restait recroquevillée, les yeux par terre. Je ne la poussais pas. Je dessinais avec elle. Je jouais. Lentement, elle a commencé à s'ouvrir. Et la vérité, elle est sortie par morceaux, au bout de 2 mois. Avec des larmes, avec des nausées. Elle s'est arrêtée. Ses mains tremblaient légèrement sur la toile cirée. L'été où elle a eu 12 ans, il s'est passé quelque chose de terrible. Je n'osais plus respirer. Un voisin de palier, un homme d'une 40aine d'années, ingénieur dans une usine. Il s'est proposé pour s'occuper d'elle pendant que sa mère travaillait. Madeleine avait 2 emplois à l'époque, pas de quoi payer quelqu'un. Le voisin a dit qu'il le ferait gratuitement, par solidarité. Il a dit que sa femme serait là. Madeleine lui a donné les clés. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre. Ce qui s'est passé exactement, je ne vais pas le dire, mais vous comprenez, n'est-ce pas? Je comprenais, trop bien. Des attouchements, des mots qu'un adulte ne doit jamais dire à une enfant, des menaces. Si tu racontes, tout le monde souffrira. Tais-toi. Pendant plusieurs semaines, presque tous les jours. La femme du voisin, elle n'a jamais été là. Elle ne savait même pas qu'il gardait Marine. Elle a marqué un silence. À 12 ans, les enfants ne savent pas nommer ce qui leur arrive. Ils sentent juste que c'est sale, que c'est faux, qu'ils doivent se cacher. Mon Dieu, et je murmurais. La mère s'en est aperçue à la fin de l'été. Marine avait maigri, elle faisait des cauchemars. Elle a recommencé à mouiller son lit. Madeleine l'a emmenée chez un médecin. Le médecin m'a envoyé la petite. Quand la vérité est sortie, il y a eu un scandale. Madeleine est allée au commissariat. Elle a porté plainte. Les enquêteurs ont interrogé Marine. Camille a fermé les yeux 1 seconde. Et rien. L'affaire a été classée. Pas de preuves, pas de témoins, pas de violence physique au sens strict, pas de traces. La parole d'une fillette contre celle d'un ingénieur décoré. Sa femme a déclaré que Marine inventait tout. Les voisins l'ont soutenu. L'enquêteur a conseillé à Madeleine de retirer sa plainte, sinon on pourrait l'accuser de diffamation. Ma tête tournait. Elles ont déménagé 1 mois après. Madeleine a tout vendu. Elle s'est endettée, mais elle a emmené sa fille loin. Elles ont pris cet appartement dans l'autre quartier, celui où vous êtes allé hier. Elle a croisé les mains. Le traumatisme est resté. Marine s'est fermée. Elle ne faisait plus confiance. Les hommes, surtout. N'importe quel adulte masculin, un enseignant, un médecin, un commerçant. Elle avait des crises de panique. Elle fuyait. Elle tremblait. Et elle a guéri ? Guérir, c'est un grand mot. Disons qu'elle a appris à vivre avec. Madeleine l'a amenée ici pendant des années. Petit à petit, Marine a recommencé à sortir, à parler aux autres. Le journal que vous avez lu, c'était un outil de soin. Quand les enfants traumatisés ne peuvent pas parler, ils peuvent écrire. Le papier ne juge pas. Elle a bu une gorgée de thé. Maxime, le garçon dont elle parlait, il est arrivé plus tard, vers ses 15 ans.
Un camarade de classe, calme, patient. Il ne demandait rien. Il portait son cartable. Il lui offrait des bonbons. Il ne l'a jamais touché, comme s'il devinait qu'il ne fallait pas. Marine s'est attachée. Elle rêvait que, peut-être un jour, elle pourrait être avec lui. Mais quand il a voulu l'embrasser à la soirée de fin d'année, tout est remonté. Elle a fui. Elle a pleuré. Elle n'est plus sortie de chez elle pendant 1 semaine. Elle m'a dit qu'il n'y avait jamais eu personne, et je soufflais. Ce n'était pas un mensonge. Non, c'était la vérité. Camille m'a regardé avec une douceur qui m'a brisé. Après ses études, Marine est revenue me voir quelquefois. Elle était adulte, elle travaillait. Elle me disait qu'elle avait accepté l'idée de rester seule, qu'elle ne pourrait jamais être avec un homme, physiquement, émotionnellement. C'était trop. Elle a souri, très légèrement. Et puis, il y a 3 ans, elle est revenue, lumineuse, heureuse. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, que pour la première fois, elle n'avait pas peur, qu'il était un peu bourru, un homme simple qui travaillait à la laiterie, mais qu'avec lui, elle se sentait en sécurité, enfin. Les larmes ont coulé, je ne les ai pas retenues. C'était moi, et je dis, oui, c'était vous. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais accusé, je l'avais chassé, je lui avais hurlé dessus comme si elle m'avait trahi. Marine a toujours eu peur d'une chose, a dit Camille, que son passé soit découvert et qu'on la rejette, qu'on la trouve sale, cassée, inutile. Alors elle s'est tue. Pour vous protéger, pour se protéger. Je me suis pris la tête dans les mains. Qu'est-ce que j'ai fait? Camille s'est levée, doucement, et a posé sa main sur mon épaule. Maintenant, vous savez, ce que vous allez faire de cette vérité, c'est à vous de décider. Elle ne m'a pas menti sur l'existence de quelqu'un, a repris Camille. Elle a menti en disant qu'il n'y avait eu personne, parce que la vérité lui semblait plus terrible que n'importe quelle histoire inventée. C'est une logique d'enfant, a-t-elle expliqué. Les victimes de violences se sentent souvent coupables. Elles pensent qu'elles auraient pu résister, crier, s'enfuir. Et puisqu'elles ne l'ont pas fait, alors peut-être qu'elles voulaient que ça arrive. Elle a secoué la tête comme si cette idée lui faisait mal. C'est faux, mais ça s'installe profond. Qu'est-ce que je dois faire? Ai-je demandé, la voix cassée. Allez la voir, demander pardon, sans justification, sans excuse, juste pardon. Et dites-lui que son passé ne change rien, qu'elle est toujours aimée, toujours propre. Parce que ce que cet homme a fait, ce n'est pas sa saleté à elle, c'est la sienne à lui. Je me suis levé. J'ai voulu lui laisser de l'argent. Elle a refusé. Protégez-la simplement. Elle mérite d'être heureuse. Dehors, la tempête s'était calmée. Le ciel s'était dégagé. Les étoiles brillaient, basses et éclatantes, comme des lanternes suspendues. L'air glacé me brûlait les poumons. Il était un peu plus de 20 heures. Il restait 4 heures avant minuit. Je suis monté dans la voiture et j'ai roulé. Le retour a été plus rapide. La neige avait cessé. Les chasse-neige commençaient à dégager la route. J'ai roulé vite, trop vite. Je dépassais les limites, mais je m'en fichais. Les gendarmes, la veille du réveillon, ne patrouillent pas les petites routes. Ils sont tous en ville à intercepter les conducteurs ivres. Dans ma tête, une seule chose tournait, arriver à temps, trouver Marine, tout lui dire, me mettre à genoux s'il le fallait. Je suis arrivé chez Madeleine vers 20h30. Dans la cour, les gens faisaient déjà la fête. Des jeunes lançaient des cierges magiques. Des enfants couraient avec des pétards. Par les fenêtres, on entendait de la musique. La nuit du réveillon commençait. Je me suis garé de travers. J'ai couru vers l'entrée, grimpé au 9e, sonné. Le cœur me cognait jusqu'à la gorge. Madeleine a ouvert. Elle m'a regardé et quelque chose dans son visage a changé. Pas de la chaleur, non. Mais l'hostilité avait disparu. Il restait de la fatigue. « Elle n'est pas là », a-t-elle dit. « Où est-elle » ? Elle a pris ses affaires il y a 1 heure. Elle est partie. Elle a juste dit qu'elle avait besoin d'être seule, de réfléchir. Peut-être qu'elle va quitter la ville complètement. Tout s'est effondré en moi. Parti. Trop tard. Madeleine m'a invité dans la cuisine. Elle a sorti une cigarette, l'a allumée. Je ne savais pas qu'elle fumait.
Camille m'a appelé, a-t-elle dit en exhalant la fumée. Elle m'a raconté votre conversation. Elle s'est assise, les coudes sur la table. Toute ma vie, j'ai essayé de protéger ma fille. Après ce qui s'est passé, c'est devenu ma seule mission. La tenir à l'abri du monde, des hommes, de la douleur. Peut-être que je l'ai trop isolée. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est restée seule si longtemps. Elle a écrasé sa cigarette dans un cendrier. Quand vous êtes arrivé dans sa vie, j'ai eu peur. Un type bourru, qui travaille de ses mains, qui sent l'usine, tout ce que je craignais pour elle. J'étais sûr que vous alliez la blesser, l'utiliser, la jeter. Mais elle était heureuse. Pour la première fois depuis des années, vraiment heureuse. Elle parlait de vous pendant des heures. Comment vous faisiez le petit déjeuner? Comment vous répariez tout dans l'appartement? Des choses ordinaires, mais pour elle, c'était miraculeux. Elle n'avait jamais cru que ça existerait dans sa vie. Elle m'a regardé. Alors je me suis résigné. Je vous ai accepté, même si je n'approuvais pas tout, parce qu'elle était heureuse. Et maintenant, tout est cassé, à cause de votre jalousie stupide. Ses yeux étaient secs, mais la douleur était là, ancienne, profonde, celle d'une mère qui n'a pas pu protéger son enfant. Trouvez-la, ramenez-la. Où est-ce qu'elle a pu aller? Je ne sais pas. Elle n'a pas d'amis proches à part Emma, pas de famille, peut-être un hôtel, peut-être qu'elle roule quelque part sans savoir où aller. J'ai commencé à appeler les hôtels. Il y en avait 5 dans la ville. Dans les 3 premiers, personne n'avait enregistré Marine. Le 4e ne répondait pas. Le 5e refusait de donner des informations sur ses clients. Je suis allé chez Emma. Elle a ouvert en robe de soirée, un verre de champagne à la main. Derrière elle, des rires. Elle recevait des invités. En voyant mon visage, elle est sortie dans le couloir et a refermé la porte. Je sais tout, et je dis d'une traite. Son enfance, le traumatisme, que je suis un idiot qui a failli tout détruire. Je veux réparer. Il faut que je la trouve. Emma est restée silencieuse un instant. Elle m'a appelé il y a 1 heure. Elle pleurait. Elle disait des choses incohérentes, que c'était fini, qu'elle avait été stupide de croire au bonheur, qu'elle partait. Où? À la gare. Elle voulait prendre le train de nuit pour Auxerre. Elle a une tante là-bas, qu'elle ne voit presque jamais. Mais c'est le seul endroit où elle pouvait aller. Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai couru vers la voiture. 15 minutes jusqu'à la gare. La nuit du réveillon, il n'y avait pas de circulation. J'ai roulé comme un fou, grillé les feux orange, coupé la route au taxi. La gare était pleine. Malgré la fête, il y avait du monde. Certains partaient rejoindre leur famille, d'autres rentraient. J'ai couru dans la salle d'attente, scrutant les visages. Marine n'était nulle part. Je me suis précipité vers les tableaux d'affichage. Train pour Auxerre. Départ, 23h30. Il restait 1h30. Donc elle était forcément là. J'ai parcouru toute la gare, la salle d'attente, le café, les toilettes, les quais. Personne. Peut-être qu'elle n'était pas encore arrivée. Peut-être qu'elle avait changé d'avis. Je suis allé voir la guichetière. Une femme, cheveux châtain clair, manteau gris. Elle a acheté un billet. La guichetière m'a regardé comme si j'étais fou. J'en ai vendu 100 ce soir. Je ne me souviens pas de tout le monde. Je suis sorti sur le quai. Le froid me transperçait. Le vent jetait de la neige dure contre mon visage. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et fatiguée. Au loin, on entendait le grondement d'une locomotive de manœuvre. Le quai était presque vide. Quelques personnes avec des sacs attendaient un train de banlieue. Un homme en manteau épais. Une vieille dame avec un chariot. Un couple enlacé près d'un poteau. Pas de Marine. J'ai marché le long du quai, scrutant chaque silhouette. J'allais rebrousser chemin, retourner fouiller le hall, quand je l'ai vue. Elle était assise sur un banc tout au bout du quai, seule, recroquevillée dans son manteau gris. À côté d'elle, son sac de voyage, celui avec lequel elle était partie hier. Elle regardait au loin, vers les rails qui disparaissaient dans la nuit. Je me suis arrêté. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes jambes ne me portaient plus. Je voulais l'appeler, mais ma voix refusait de sortir. J'ai fait un pas, puis un autre. La neige crissait sous mes chaussures. Elle l'a entendu, s'est retournée. Son visage était gonflé par les larmes, les yeux rouges,
les lèvres gercées par le froid. Elle m'a regardé sans surprise, sans colère, juste, elle m'a regardé. Fatigué, déjà loin, comme quelqu'un qui n'attend plus rien. Je me suis approché et je me suis arrêté à 2 pas. Sur la route, j'avais préparé une tirade, que je savais, que je comprenais, qu'elle n'était coupable de rien, que je l'aimais. Mais toutes ces phrases se sont évaporées d'un seul coup. Il ne restait qu'un vide et une boule dans la gorge. Alors je me suis agenouillé, directement sur le quai gelé, dans la neige et la saleté. Mon pantalon s'est imbibé aussitôt, le froid m'a mordu la peau, mais je m'en fichais. J'ai pris ses mains dans les miennes, glacées, tremblantes, et je les ai portées à mes lèvres. Elle sentait sa crème, cette odeur de vanille qui me ramenait à la maison. Pardonne-moi. Elle n'a rien dit. Elle me regardait de haut, immobile. Moi, je restais à genoux, les mains accrochées aux siennes comme à une corde. Le vent soulevait des mèches de cheveux qui s'échappaient de son bonnet. Sur une voie voisine, un moteur a grondé, les attelages ont claqué, métal contre métal. Puis elle a parlé, très bas, enrouée, la voix brisée par les pleurs. Comment tu sais? Qui te l'a dit? Ta mère. Et Camille et moi, j'ai couru partout comme un fou. J'ai lu, j'ai cherché, j'ai voulu comprendre. Je suis un idiot, Marine, un idiot. Mais écoute-moi, tu n'es coupable de rien, de rien. Elle a retiré ses mains d'un geste sec, presque rageur. Je ne voulais pas que tu saches. Sa respiration était courte, saccadée. C'est mon passé, ma douleur, ma saleté. Non, si, a-t-elle coupé, plus vite, comme si les mots lui brûlaient la bouche. Maintenant tu vas me regarder autrement, avec pitié ou avec dégoût, comme une chose cassée. J'ai voulu protester, mais elle a continué, emportée, noyée dans ses propres phrases. Toute ma vie, j'ai essayé d'être normal, d'oublier, de cacher, de faire comme si ça n'avait pas existé. Et quand je t'ai rencontré, pour la première fois, j'ai senti que je pouvais, que près de toi ce n'était pas dangereux, qu'on pouvait vivre comme les autres, aimer, être aimé, ne pas sursauter à chaque contact. Sa voix a tremblé, puis s'est durcie. Et maintenant tu sais, maintenant je suis, pour toi, la victime. La pauvre Marine qu'il faut ménager, qu'il faut plaindre, qu'on doit manipuler comme un vase fragile. Je ne veux pas de ça. Je préfère ta haine à ta pitié. Je me suis relevé. Mes jambes étaient engourdies, mon pantalon trempé. Mais je ne sentais plus le froid. Je ne sentais que ce renversement à l'intérieur, ce vertige. Tu n'es pas cassé, et je dis, tu n'es pas sale. Elle a détourné la tête. Ses épaules tremblaient. Elle pleurait sans bruit, comme elle savait le faire. Ce qu'il a fait, c'est sa saleté à lui, pas la tienne. Tu avais 12 ans. 12 ans, Marine. Quelle faute tu aurais pu commettre? Je me suis approché d'un pas. J'ai voulu l'envelopper de mes bras. Elle s'est écartée aussitôt. Pas maintenant. Ne fais pas ça, pas maintenant. On est resté là, sur le quai presque vide, avec entre nous un pas qu'elle ne me laissait pas franchir. Une femme avec une valise est passée, nous a jeté un regard de côté, puis a continué sans rien dire. Une annonce a grésillé. Le train de banlieue avait 15 minutes de retard. J'ai avalé ma salive. Pourquoi tu ne m'as rien dit? 3 ans. 3 ans ensemble. J'aurais compris. Je ne t'aurais pas jugé. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient mouillés, mais son regard était dur, lucide. Vraiment? Tu ne m'aurais pas jugé? Elle a laissé un silence s'installer. Bref, cruel. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as trouvé mon cahier? Tu n'as même pas cherché à comprendre. Tu as lu de travers et tu as décidé. Tu m'as accusé. Tu as prononcé ta sentence, sans une question. Je n'avais rien à répondre. Elle avait raison, entièrement. Oui, ai-je dit. J'ai tout gâché. J'ai été ignoble. Ma voix s'est brisée. Mais je suis là. Je t'ai cherché. Je t'ai trouvé. Ça veut dire quelque chose, non? Elle a regardé les rails, les lumières de la gare au loin, la neige qui recommençait à tomber, rare, en gros flocons lents. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré.
Je ne sais vraiment pas. Il faut que je réfléchisse. J'ai hoché la tête et j'ai tenté une dernière chose, la plus simple, la plus humaine. Est-ce que je peux au moins te ramener? Pas chez ta mère si tu ne veux pas, où tu voudras, mais pas ici, pas seule, pas sur un quai la nuit du réveillon. Elle a hésité. Je voyais le combat sur son visage, la fierté contre le bon sens, la peur contre l'épuisement. Puis elle a acquiescé, presque imperceptiblement. Elle a saisi son sac. On a marché vers la sortie du quai sans se toucher, sans se frôler, comme deux inconnus qui se seraient retrouvés côte à côte par accident. Dans la voiture, elle s'est assise à l'arrière, pas à côté de moi, derrière. Je n'ai pas discuté. J'ai mis le chauffage à fond. « Où est-ce que je t'emmène ?» Elle a gardé le silence longtemps, puis elle a dit « Chez nous, à la maison. Mais toi, tu ne restes pas. Je dormirai seul, ou j'appellerai quelqu'un. » D'accord. C'était déjà quelque chose. On a roulé sans parler. Moi, les yeux sur la route. Elle, le regard collé à la vitre. La ville avalait tout avec ses lumières, guirlandes, sapins, silhouettes lumineuses sur les places. Des gens en manteaux élégants riaient, pressés, avec des sacs et des bouteilles. Dans quelques heures, minuit, les embrassades, les vœux. Et nous, on roulait comme pour un enterrement. Devant l'immeuble, elle est sortie sans attendre que je coupe le moteur. « Marine !» Elle s'est retournée. Elle serrait son sac contre sa poitrine. La neige se posait sur ses cheveux, sur ses épaules. « Demain, je peux venir ? On parle vraiment, sans cri, sans hystérie. Je te dirai tout. Et toi, si tu veux, tu me diras ce que tu peux. On essaie de réparer. » Elle est restée immobile un instant, puis elle a hoché la tête. « Viens à midi. » Et elle a disparu dans le hall. Je suis resté dans la voiture 10 minutes à regarder les fenêtres de notre appartement. Une lumière s'est allumée dans l'entrée, puis dans la cuisine. Puis tout s'est éteint. Elle s'est couchée ou elle est restée assise dans le noir. Je devais aller quelque part. Après tout ça, retourner chez Madeleine était impossible. Aller chez des amis, tout le monde avait sa table, sa famille, ses rires. Je n'allais pas salir leur nuit. Alors je suis allé à la laiterie. Il y a une petite salle de repos pour les équipes de nuit, un canapé, une télévision, une bouilloire. Le vigile à l'entrée a ouvert de grands yeux, mais il m'a laissé passer. J'ai dit que je devais vérifier des papiers. Je me suis allongé sur le canapé, j'ai tiré ma veste sur moi comme une couverture. Par la fenêtre, je voyais le ciel s'ouvrir en fleurs de feux d'artifice. La nouvelle année est arrivée. Quelque part, des gens trinchaient, faisaient des vœux, s'embrassaient. Et moi, j'étais seul, dans une usine silencieuse, à penser à ce que j'avais failli perdre. Je n'ai dormi qu'au petit matin. J'ai fait des rêves confus. Marine en robe de mariée, mais le visage caché par un voile noir. J'essayais de soulever ce voile, et dessous, rien, le vide. Je me suis réveillé sur la sonnerie du téléphone. Un numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix de femme, jeune. « Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis une amie de Marine, de la fac. Elle m'a donné votre numéro. Elle veut vous parler, mais elle a peur. Il faut que vous veniez et que vous écoutiez jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans vous justifier, juste écouter. » Qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'au bout? Sophie a marqué un silence. Toute l'histoire, depuis le début. Des choses que Marine n'a racontées à personne, même pas entièrement à sa mère. Mais à vous, elle va les dire, si vous êtes prêts. Je suis prêt. Elle m'a dicté une adresse, pas notre appartement, un café au centre-ville. Soyez-y à 14 heures. Il me restait 3 heures. Je suis rentré chez moi, me changer, prendre une douche, me raser. L'appartement était vide. Marine était déjà partie. Sur la table de la cuisine, un mot, court, de son écriture. « Je t'attendrai au tilleul, viens seul. » Le tilleul, c'était un petit café dans une rue piétonne. On y était allé 2 ou 3 fois. Elle aimait bien. Un endroit calme, avec peu de monde. Je me suis habillé, j'ai bu un café. Mes mains tremblaient, manque de sommeil ou angoisse. Aujourd'hui, tout se jouerait.
Soit on restait ensemble, soit je ne voulais pas penser au soi. Je suis arrivé en avance. Je me suis assis à une table près de la fenêtre, j'ai commandé un thé et j'ai attendu. Marine est arrivée à 14 heures pile. Elle avait mauvaise mine, pâle, des cernes sous les yeux, les lèvres serrées en une ligne dure. Mais elle se tenait droite, pas comme hier sur le quai. Elle s'est assise en face de moi, a commandé un cappuccino et n'a rien dit tant que la serveuse n'était pas repartie. Puis elle a commencé à parler, doucement, d'une voix égale, sans me regarder, les yeux vers la fenêtre. Sophie, c'est ma seule vraie amie, celle qui sait tout. On s'est rencontrés à la fac. On partageait une chambre en résidence. Une nuit, j'ai fait une crise de panique, un cauchemar. Je me suis réveillé en criant. Je n'arrivais plus à respirer. Sophie m'a aidé. Elle m'a calmé. Et je lui ai tout raconté. Pour la première fois de ma vie, à quelqu'un d'extérieur. Pas une psy. Quelqu'un de mon âge. Elle ne s'est pas détournée. Elle ne m'a pas jugée. Elle m'a juste prise dans ses bras et elle m'a dit « Tu n'es pas coupable ». J'écoutais sans un mot, comme j'avais promis. Mon enfance était normale, jusqu'à cet été-là. Le voisin, je ne dirai pas son nom, juste lui. Au début, il était gentil, il m'offrait des bonbons, il faisait des tours de magie. Et puis, elle s'est tue. Ses doigts ont serré la tasse si fort que les jointures ont blanchi. Je ne vais pas te raconter les détails, tu as compris. L'essentiel, c'est que je ne pouvais pas résister. J'avais 12 ans. Lui, il était adulte, fort. Il disait que si je parlais, ma mère perdrait son travail, qu'on nous jetterait dehors. Alors je me taisais. Pendant des semaines. Chaque jour, quand maman partait, il venait vérifier comment j'allais. Je me cachais dans l'armoire, sous le lit, dans la salle de bain. Mais il me trouvait. Toujours. Je sentais mon estomac se tordre. Maman a fini par voir que quelque chose n'allait pas. J'ai arrêté de manger, de dormir. Elle m'a emmené chez un médecin. Le médecin a dit qu'il fallait un psychologue. Et Camille, elle m'a fait sortir la vérité. Marine a levé les yeux vers moi pour la première fois depuis le début. Tu sais ce qui est le plus terrible ? Ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est qu'on ne m'a pas cru. La police, les voisins, même certains membres de la famille. Ils disaient que j'inventais, que je voulais attirer l'attention, ou que c'était ma faute, qu'il ne fallait pas rester seul à la maison. J'avais 12 ans, et on accusait. Sa voix s'est brisée puis raffermie. C'est pour ça que je me suis tue toute ma vie. Parce que je savais que si je parlais, personne ne me croirait. Ou alors on me croirait, mais on me regarderait différemment, comme une victime, comme quelque chose de cassé. Elle a bu une gorgée, les mains tremblantes. Quand je t'ai rencontré, j'ai décidé que tu ne saurais jamais, que je partirais de zéro, que je serais une femme normale, avec une vie normale, que j'oublierais tout. La première fois avec toi, elle a rougi, s'est reprise. C'était difficile, très difficile. Je me suis préparé pendant des mois. J'ai vu Camille, j'ai pris des médicaments pour calmer l'angoisse. J'avais peur de ne pas pouvoir, de paniquer, que tu comprennes. Mais tu as été patient, tu ne m'as pas brusqué, et j'ai réussi. Je me suis souvenu de notre première nuit, comme elle tremblait, comme elle m'avait demandé de laisser la lumière allumée, comme elle avait pleuré après. J'avais cru que c'était de joie, mais c'était... Tu as été le premier, le seul. Tout ce que je t'ai dit était vrai. Il n'y a eu personne avant toi, parce que je ne pouvais pas. Physiquement, je ne pouvais pas laisser un homme s'approcher. Et toi, tu ne m'as pas cru. Pendant 3 ans, tu as vécu à côté de moi en pensant que je mentais, que je cachais d'anciens amants. Et ça fait mal. Parce que je t'ai donné tout ce que je pouvais, tout ce que j'étais, avec toutes mes peurs et toutes mes cicatrices. Et toi, tu regardais et tu te disais « Elle ment ». Elle s'est tue. La serleuse est passée, nous a jeté un coup d'œil, a compris que c'était sérieux. J'étais assis là, sans voix. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'excuser, mais les excuses me semblaient tellement petites, tellement dérisoires face à ce qu'elle avait traversé. Je suis un imbécile, et je finis par dire
J'ai été jaloux de fantômes que j'avais inventés. Je n'ai pas vu ce qui était juste devant moi. Une femme qui m'aimait, qui m'avait fait confiance, alors que ça lui avait coûté tout. Elle m'a regardé, sans colère, sans reproche, juste fatigué. Et maintenant, je vais mériter ta confiance, le temps qu'il faudra. 1 an, 2, 10, toute ma vie s'il le faut. Je ne bouge pas. Elle est restée silencieuse longtemps, puis elle a dit, si bas que j'ai à peine entendu, « Je ne sais pas si je peux pardonner, pas les cris, pas la colère, mais le fait que tu ne m'aies pas cru pendant 3 ans. Tu en as le droit, mais laisse-moi une chance, une seule, de te prouver que j'ai changé, que plus jamais, tu m'entends, plus jamais je ne douterai de toi. » Elle a regardé par la fenêtre. La neige tombait. Les gens passaient, pressés, ordinaires. Un 1er janvier comme un autre. Puis elle s'est tournée vers moi. « D'accord, une chance. Mais si tu recommences, il n'y aura pas de 2e fois, je te le jure. » Elle a souri, faiblement, pour la première fois depuis des jours. Et ce sourire valait tout. Les nuits blanches, le pantalon trempé sur le quai, la honte et la douleur. On est sortis du café ensemble. Elle a glissé son bras sous le mien, d'elle-même, la première. On a marché dans la rue enneigée, devant le grand sapin de la place, devant des enfants qui tiraient des luges. Et j'ai pensé, voilà le bonheur. Fragile comme une première glace, mais réel. Je n'ai pas tout raconté, a-t-elle dit simplement. Un froid m'a parcouru. Quoi encore? Quel autre secret? Je me suis assis en face d'elle. Elle a hésité, a rassemblé ses pensées, puis elle a sorti de la poche de son gilet le cahier, le journal. Elle l'a posé sur la table entre nous. Je veux que tu le lises, tout, du début à la fin. Pas en diagonale comme l'autre jour, en entier, pour que tu comprennes. J'ai regardé le cahier, usé, les coins pliés, ce dépôt de peur et d'espoir. Avant, j'y avais vu une preuve, un indice de trahison. Maintenant, je le prenais dans mes mains avec précaution, comme on tient quelque chose de fragile. J'ai ouvert la première page. Marine s'est levée. « Je serai dans la chambre. Lis le temps qu'il faut. Quand tu auras fini, appelle-moi. » Et elle est partie. Je suis resté seul avec le journal, le thé qui refroidissait et le silence d'une cuisine vide. J'ai commencé par le début, la première entrée. Une écriture d'enfant, maladroite, des fautes, des taches d'encre. Des histoires d'école ordinaire, les contrôles, les copines, les professeurs. Puis la première mention de lui, du voisin. Elle l'appelait Monsieur Collin. Elle écrivait qu'il était gentil, qu'il lui donnait des bonbons, qu'il faisait des tours de cartes. Ensuite, les phrases ont changé. Elles sont devenues plus courtes, plus hachées. Des mots étranges. Je ne veux pas rentrer à la maison. J'ai peur. Il est encore venu. Pourquoi maman ne comprend pas? Et puis, des pages tachées de larmes, les lettres qui bavaient, certains mots illisibles. Mais ce qu'on pouvait lire, ça coupait. Elle parlait des cauchemars, du fait qu'elle ne pouvait pas se laver, qu'elle avait l'impression que la saleté restait collée, de sa peur du noir, parce que c'est dans le noir qu'il venait, du désir de disparaître, de devenir invisible. Une fillette de 12 ans, une enfant, et cette douleur. Je lisais, et je sentais la rage monter, pas contre Marine, contre ce type, contre le système qui ne l'avait pas punie, contre tous ceux qui n'avaient pas cru cette petite fille. Plus loin, des notes sur la thérapie, sur Camille, qu'elle appelait juste la dame. Comment elle apprenait à refaire confiance, des petites victoires, sortie seule à l'épicerie, parlait à la voisine. Je n'ai pas sursauté quand le prof m'a mis la main sur l'épaule. Puis Maxime, beaucoup de pages sur lui. Comment il s'était assis à côté d'elle en cours, comment il la raccompagnait, comment elle rêvait de pouvoir un jour être avec lui normalement, s'embrasser, se tenir la main, comme les autres filles. L'entrée sur la soirée de fin d'année. Il a voulu m'embrasser. J'ai fui. Pourquoi je suis aussi cassé? Pourquoi je ne peux pas faire comme tout le monde? Ensuite, la fac, le travail, la solitude. Des entrées rares, parfois une tous les quelques mois. Je me suis habitué à être seul. C'est plus simple.
Personne ne pose de questions, personne n'insiste. Et puis, il y a 3 ans, une note qui m'a arrêté net. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Julien. Il travaille dans une laiterie. Il est chef d'équipe. Il a l'air bourru. Il parle fort. Ses mains sont comme des battoirs. Mais quand il me regarde, je n'ai pas peur. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas peur. C'est bizarre. Plus loin, des passages sur nous, sur nos rendez-vous, sur le cinéma, la première fois qu'elle était restée assise à côté d'un homme dans le noir sans paniquer, sur notre promenade au bord de l'eau, quand je lui avais pris la main. J'ai tressailli, mais je ne me suis pas écarté. Sur notre première nuit ensemble. Elle s'était préparée pendant des semaines, avec Camille, avec des médicaments. Demain, j'ai décidé. Demain. Si ce n'est pas maintenant, ça ne sera jamais. Il est patient, il n'insiste pas, mais je vois qu'il attend. Et moi, je veux. Je veux être avec lui. Je veux être normal. L'entrée d'après. L'écriture tremblait, mais les lettres étaient grandes, presque joyeuses. J'ai réussi. Mon Dieu, j'ai réussi. J'avais peur, j'ai eu mal. C'était étrange. Mais je n'ai pas paniqué. Je ne me suis pas enfui. Je suis resté. Et lui, il a été si doux, si prudent, comme s'il savait. Peut-être que c'est ça le bonheur. Je me suis souvenu de cette nuit-là, comment elle tremblait, comment elle m'avait demandé de laisser la lumière, comment elle avait pleuré après. J'avais cru que c'était de joie, et c'était de joie, mais pas seulement. Les pages suivantes racontaient notre vie ensemble, les petits détails. Il a réparé le robinet en jurant contre la tuyauterie. Il ronfle. Je n'arrive pas à dormir, mais je suis heureuse quand même. On se dispute pour des bêtises et on se réconcilie 1 heure après. Et entre les lignes, toujours cette peur, cette crainte lancinante que je découvre, que je pose des questions, que je ne la crois pas quand elle dirait la vérité. Une note, 1 mois plus tôt. Il a encore demandé. Pas directement, mais je vois bien. Il ne me croit pas. Il pense que je mens, que je cache quelqu'un. Comment lui expliquer ? Comment dire une vérité qui est pire que n'importe quel mensonge ? Et la dernière entrée, datée d'avant-hier, le soir où elle était partie. Il a trouvé le journal. Il a lu. Pas tout, juste des morceaux. Comme un procureur qui cherche des preuves. Il a trouvé Maxime. Il a décidé que je mentais. Il a crié. Il m'a accusé. Et moi, je suis resté là à me dire « Voilà, c'est fini. Mon bonheur est fini. Je le savais. Peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être que je ne mérite pas une vie normale. Peut-être que M. Colline avait raison. Que je suis sale, abîmé, et que je le serai toujours. » J'ai refermé le cahier. Mes mains tremblaient. Sur les pages, il y avait des taches humides. Mes larmes. Je n'avais même pas remarqué que je pleurais. Je suis resté longtemps assis à regarder le mur, à essayer de digérer ce que je venais de lire. Tout ce que j'avais pensé de Marine, mes soupçons, ma jalousie, mes griefs, tout ça était si petit, si mesquin. À côté de sa douleur, de son combat, mes reproches étaient ridicules. Je me suis levé. Mes jambes étaient engourdies, ma tête dans le brouillard. Je suis allé dans la chambre. Marine était assise sur le lit, les genoux repliés contre elle, les bras autour. Comme quand elle était petite, me suis-je souvenu du journal. Quand ça allait mal, elle se balançait. Je me suis assis à côté d'elle. Je ne l'ai pas touchée. J'avais peur de l'effrayer. Je me suis juste assis, épaule contre épaule. Merci, ai-je dit. Merci de me l'avoir montré, de m'avoir fait confiance. Elle n'a rien dit. Puis elle a demandé, tout bas, « Qu'est-ce que tu penses maintenant ?» Je pense que tu es la personne la plus forte que je connaisse. Traverser tout ça et ne pas se briser, survivre, étudier, travailler, vivre, aimer, c'est incroyable. Elle a tourné la tête vers moi, les yeux rouges. Tu ne me vois pas comme quelque chose de cassé ? Non, je te vois comme quelqu'un qui s'est reconstruit, encore et encore. Et c'est la chose la plus belle et la plus courageuse que j'ai jamais vue.
Elle a posé sa tête sur mon épaule, lentement, comme si elle testait. « Ne me laisse pas tomber », a-t-elle murmuré. « Jamais, plus jamais. » On est resté comme ça longtemps, dans le silence de la chambre. Dehors, la ville continuait, la vie continuait. Mais ici, dans cette pièce, il n'y avait que nous deux. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que peut-être, on allait s'en sortir. Trouver la force d'aimer après tout ça, oui, c'est inimaginable. Marine s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient humides, mais il y avait autre chose dedans, quelque chose de neuf. Peut-être une lueur, peut-être l'idée que ça pouvait encore tenir. « Tu te penses vraiment ? Tu ne me plains pas ?» J'ai pris sa main, doucement, en lui laissant la possibilité de se retirer. Elle ne l'a pas fait. « Non, je ne te plains pas. Je suis fier de toi. Et je t'aime encore plus qu'avant, si c'est possible. » Elle a enfoui son visage contre mon épaule, sans sanglots. Elle s'est juste collée à moi, comme si elle cherchait un endroit où respirer. On est resté ainsi, en silence, jusqu'à ce que le jour commence à tomber derrière les vitres. Puis elle a relevé la tête. « Il y a encore quelque chose. » Mon corps s'est tendu malgré moi. « Quelque chose que je voulais te dire le 31, avant que tout parte en vrille. »« Quoi encore ?» Et je soufflais. Elle s'est levée, est allée vers la commode, a ouvert un tiroir, en a sorti un papier plié et est revenue s'asseoir près de moi. Elle me l'a tendu. J'ai regardé. Une attestation médicale. Les lettres sautaient, mes yeux n'arrivaient pas à faire le point. Et puis ça m'a frappé. 8 semaines de grossesse. J'ai levé les yeux vers elle. Elle me regardait comme une enfant qui s'attend à être punie, terrifiée, dans l'attente d'un verdict. Depuis quand ? Depuis 1 semaine. Je voulais te le dire au réveillon comme un cadeau. Mais ces derniers jours, tu étais étrange, froid, loin. J'ai eu peur. 8 semaines. 2 mois. Pendant que je jalousais des fantômes, pendant que je fouillais son passé comme un policier, pendant que je l'accusais de mentir, une vie grandissait en elle, notre vie. Je l'ai serrée dans mes bras, fort, sans me retenir. Elle a eu un petit souffle surpris, mais elle ne s'est pas écartée. Au contraire, elle s'est accrochée. « Pardon », et je murmurai contre ses cheveux. « Pardon pour tout. Pardon d'avoir failli vous perdre tous les deux. » Elle pleurait, mais ce n'étaient plus les mêmes larmes. Ce n'était plus la douleur, ni la peur. C'était quelque chose qui lâchait, du soulagement peut-être. On est resté enlacés jusqu'à ce que les lampadaires s'allument dehors. Le premier jour de la nouvelle année finissait et il y avait devant nous toute une vie. 3 mois ont passé. L'hiver s'est effacé, remplacé par le printemps. La neige a fondu, les arbres ont gonflé de bourgeons. Notre vie aussi changeait, lentement, sûrement. Marine avançait avec ce ventre encore discret, presque invisible sous ses pulls amples. Mais moi, je savais. Chaque soir, je posais la main sur son ventre, cherchant un mouvement. Elle riait. « C'est trop tôt, attends. » On a commencé à aller voir une psychologue ensemble, en couple. Pas Camille, trop loin, trop âgée. On en a trouvé une autre en ville, plus jeune, solide. On parlait de confiance, de peur, de ce qu'on construit après le traumatisme. Moi, j'ai appris à faire attention à des détails qui n'en étaient pas. Ne pas l'attraper par surprise. Ne pas arriver derrière elle sans bruit. Prévenir quand je rentre tard. Ne pas poser certaines questions comme on plante un couteau. Des choses simples, en apparence. Mais pour Marine, c'était tout. Madeleine aussi a changé. Pas d'un coup. Le premier mois, elle me regardait encore de travers. Mais quand elle a appris la grossesse, quelque chose s'est fendu dans son armure. Elle venait chaque semaine, apporter des vitamines, tricoter de petits chaussons. Avec moi, elle restait stricte, mais il n'y avait plus cette haine. Emma est revenue dans notre vie aussi. Elle passait à la maison, elle parlait pendant des heures. Moi, je n'interrompais pas. Les femmes ont leurs conversations, leur labyrinthe. Parfois, je m'asseyais pas loin, j'écoutais. Emma racontait des histoires de pharmacie. Marine riait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu rire comme ça. Vraiment.
Au travail, tout continuait, mais les gars ont remarqué que j'avais changé. Plus calme, moins de jurons, moins de cris pour rien. Théo, mon remplaçant, m'a lancé un jour, mi-moqueur. « Qu'est-ce que t'as, toi? T'es retombé amoureux ou quoi ?» J'ai juste souri. S'il avait su. Un soir de fin mars, on était à la cuisine. Marine coupait une salade. Moi, j'épluchais des pommes de terre. Un soir banal, des gestes ordinaires. Et soudain, elle a dit « Tu sais, je l'ai retrouvé. » Je n'ai pas compris tout de suite. Retrouver qui? Elle a continué à couper les tomates d'une voix calme. Lui, Monsieur Collin, le voisin. Le couteau m'a échappé des mains. Il a claqué sur le carrelage. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai cherché sur Internet, par curiosité, je crois, ou pour boupler quelque chose, comme dit la psy. Il est mort il y a 5 ans, un cancer. Sa femme l'avait quitté bien avant, et apparemment, il n'y a pas eu que moi. D'autres enfants, d'autres familles. À l'époque, dans les années 90, tout était étouffé. Puis quelqu'un a fini par obtenir un procès. Il a pris une petite peine, 3 ans. Il est sorti, il a sombré, il est mort. Elle disait ça sans joie, sans revanche, comme un constat météo. Et tu ressens quoi? Ai-je demandé. Elle a posé le couteau, m'a regardé. Rien. Je pensais que je serais soulagé, ou en colère, ou que je pleurerais. Mais il n'y a rien, du vide. Lui est mort, et moi je vis. J'ai toi, j'ai un enfant, j'ai un futur. Et lui, il a pourri quelque part, seul. Peut-être que c'est ça la justice. Je suis venu derrière elle, je l'ai entourée. Elle s'est appuyée contre moi, sa tête sur mon épaule. « Merci d'être resté », a-t-elle murmuré. « Merci de ne pas être parti quand tu as su. J'ai eu peur de ça toute ma vie. Et toi, tu es resté. Je resterai. Je ne bougerai pas. » On est resté un moment, tous les deux, au milieu de la cuisine. Le soleil descendait, noyant la pièce d'une lumière orange. Sur la plaque, l'eau pour les pommes de terre commençait à bouillir. Elle s'est dégagée, a essuyé ses joues, et a retrouvé ce ton qui lui revenait quand la vie reprenait ses droits. Bon, ça suffit, les sentiments. Tu finis d'éplucher ou je fais tout, moi? J'ai ri, j'ai ramassé le couteau par terre, et la soirée a continué. Un soir de printemps ordinaire, le premier d'une longue série. 6 mois plus tard, notre fille est née. On l'a appelée Camille, en hommage à la femme qui, autrefois, avait aidé Marine à survivre. Marine a dit que c'était juste, que la boucle se refermait. Parfois, la nuit, je me réveille et je les regarde. Marine et la petite Camille dans son berceau, mes 2 filles, ma famille. Et je pense à la distance minuscule qui m'a séparé de tout perdre. Pour de la jalousie stupide, pour du doute, parce que je ne savais pas écouter, vraiment écouter. Le 31 décembre, j'ai appris qui était ma femme avant moi. Pas celle que j'avais fabriquée dans mes fantasmes jaloux, la vraie. Une petite fille trahie par des adultes, qui a survécu, tenu debout, réappris la confiance, et qui me l'a offerte. Je la garderai comme ce qu'elle est pour moi, mon ange. Elle et notre fille, jusqu'à mon dernier souffle. Parce que certains cadeaux, on ne les reçoit qu'une fois. Et les gâcher, c'est le pire des crimes.